Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'enzymologie, c'est-à-dire la science qui étudie les enzymes et les réactions enzymatiques. Et on commencera essentiellement par l'étude des enzymes. C'est quoi une enzyme? Une enzyme, en fait, ce sont des protéines qui vont agir comme des catalyseurs de la réaction chimique. Ici, dans cette représentation graphique, elle nous montre en fait la concentration en produit en fonction du temps. C'est une cinétique enzymatique. Et elle nous montre, on a deux courbes. Une première courbe en bas qui est pratiquement plate, c'est-à-dire que c'est une courbe qui ne sollicite pas la présence d'une enzyme, et la courbe du haut qui, bien sûr, elle sollicite la présence d'une enzyme. C'est-à-dire que la réaction chimique en présence d'une enzyme, la vitesse de formation du produit est beaucoup plus accélérée. D'autant plus que, en fait, une enzyme, c'est quoi? Une enzyme, elle permet de catalyser une réaction chimique, et donc, dans cette réaction chimique, elle permet de transformer une molécule qui est un substrat en une autre molécule qui est le produit de la réaction, en fait, réaction enzymatique, et il s'agit également d'une réaction qui est réversible, puisque, en effet, comme vous pouvez savoir, le substrat et l'enzyme, ils se lient d'une manière non covalente, par des liaisons chimiques non covalentes de type hydrogène hydrophobe, et cette réaction, elle aboutit à la formation d'un produit qui sera libéré. C'est le résultat de la réaction catalytique enzymatique, et également l'enzyme sera, à la fin de la réaction catalysée par l'enzyme, sera régénérée, c'est-à-dire elle sera libérée à l'état bien sûr inchangé, c'est-à-dire elle restera intacte. En effet, comme vous pouvez savoir, et en plus de la régénération de l'enzyme, bien sûr, elle ne modifie pas l'équilibre. En fait, l'enzyme ne modifie pas l'équilibre entre le substrat et le produit. En plus, une enzyme, qu'est-ce qu'elle fait? Une enzyme, elle agit en abaissant l'énergie d'activation E, grand E, de la réaction chimique catalytique. Pourquoi? Si on regarde la représentation graphique, par exemple, il y a deux courbes au niveau de cette représentation graphique qui montrent parfaitement l'énergie d'activation E en fonction du temps. Il s'agit d'une cinétique. On a deux courbes. La courbe du haut, la courbe rouge, elle ne sollicite pas la présence d'une enzyme, et donc son énergie son énergie E1 est beaucoup plus élevée que la courbe du bas qui est bleue, qui bien sûr fait intervenir une enzyme. Il s'agit d'une réaction catalysée par une enzyme, où son énergie, la réaction qui est catalysée par l'enzyme, la réaction du bas, est une réaction qui est catalysée par une enzyme, d'où son énergie E2 d'activation est une énergie beaucoup plus faible que l'énergie E1. Et donc, une enzyme, son rôle, c'est de diminuer l'énergie d'activation E de la réaction chimique enzymatique catalytique, et par conséquent, ce qui aura pour conséquent, en fait, une augmentation considérable de la vitesse de la réaction chimique. Et en fait, cette augmentation de la vitesse de la réaction, elle va permettre la transformation du métabolisme, bien sûr. Elle va permettre, en effet, la réalisation des réactions chimiques du métabolisme, et à des vitesses qui sont suffisamment élevées pour assurer, bien sûr, les fonctions vitales de notre organisme. Et d'autant plus que les enzymes, ils se distinguent, en effet, des autres types de catalyseurs par leur se distinguent par leur spécificité qui est très importante à ce niveau-là. Et cette spécificité, c'est quoi? Elle découle de sa structure. La structure enzymatique est une structure, en effet, qui est tridimensionnelle. Et également, l'enzyme se distingue également par sa sélectivité et son efficacité. Parce que, en fait, une enzyme, elle peut catalyser plus de 5000 réactions chimiques différentes à la fois. En effet, la structure chimique d'une enzyme, c'est une structure, bien sûr, qui est tridimensionnelle, et c'est une succession, elle est formée, étant donné que c'est une protéine, c'est une succession d'acides aminés qui sont, bien sûr,
replier au niveau tridimensionnel. Et ce repliement va nous donner bien sûr une cavité, et à l'intérieur de cette cavité, on va trouver, c'est à l'intérieur de cette cavité qu'on voit ici au niveau du schéma, en haut à droite, en bleu et en rouge, c'est la cavité qui va abriter en effet le site actif de l'enzyme. Et c'est à l'intérieur en fait de ce site actif de l'enzyme que va s'effectuer la réaction enzymatique catalytique. Et ce même site actif, bien sûr, de l'enzyme, et il est constitué en fait de deux sous-unités essentiellement, un site de fixation et un site catalytique. Le site de fixation, il permet non seulement de fixer le substrat, mais également il va permettre l'orientation de ce substrat en direction du site catalytique pour qu'il puisse être catalysé par la suite et transformé, bien entendu, en produit. Ce site de fixation, il va permettre la liaison entre le substrat et entre l'enzyme, et cette liaison se fera par des liaisons chimiques de faible énergie, des liaisons non covalentes, et la liaison va se faire entre un certain nombre d'acides aminés qui se situent au niveau de ce site de fixation, et ce sont ces acides aminés qui vont se lier en effet avec le substrat d'une manière réversible. Et ils vont permettre également l'orientation de ce substrat vers le site catalytique. Le site catalytique, quant à lui, il est constitué par un certain nombre d'acides aminés qui vont, bien sûr, parce que ce sont ces acides aminés qu'on va trouver au niveau du site catalytique qui vont interagir avec le substrat et ils vont entraîner ce qu'on appelle, ils vont permettre en effet à la réaction catalytique de s'effectuer. Non seulement il se crée au niveau local une modification de la structure tridimensionnelle de cette enzyme, et c'est cette modification locale de la structure tridimensionnelle qui, en fait, elle va permettre, elle va permettre la diminution de l'énergie d'activation, et c'est cette diminution d'énergie d'activation qui va permettre la transformation au niveau du site catalytique du substrat en produit, et par la suite, ce produit va être libéré. Et il s'en suivra, bien entendu, la libération de l'enzyme qui est régénérée. Et cette enzyme, bien sûr, non seulement elle est régénérée, mais elle va être libérée sous sa forme initiale, non modifiée. Donc, il faut savoir que, en fait, comme on a parlé de fixation par des acides aminés qui sont situés au niveau du site actif, au niveau du site de fixation, bien sûr, de ces enzymes, ils vont fixer, c'est cette fixation du substrat et bien sûr la transformation de ce substrat en effet en produit au niveau du site catalytique. Elle va engendrer deux phénomènes. Elle va engendrer l'ajustement induit et un état de transition. En effet, la structure tridimensionnelle d'une enzyme, c'est vrai qu'elle est formée par des enzymes qui vont permettre au niveau du site de fixation, qui vont permettre, le rôle essentiel c'est la fixation du substrat, et par d'autres acides aminés qui sont situés au niveau du site catalytique, dont le rôle essentiel c'est d'abaisser d'abord l'énergie d'activation et d'entamer la catalyse de la réaction, c'est-à-dire la transformation du substrat en produit. Mais également, l'enzyme va recruter d'autres acides aminés qui vont être essentiels au maintien de sa structure tridimensionnelle. Pardon. Les réactions en fait chimiques, catalytiques, sont catalysées par des enzymes. Normalement, ces enzymes, en fait, ces réactions ne s'effectuent généralement qu'à des pH qui sont voisins de 7, ou bien il s'effectue ces réactions à des températures qui sont des températures de l'organisme humain, par exemple de 37 degrés. Et en fait,
ce pH 7 et cette température de 37 degrés, on parle alors de conditions optimales pour obtenir une efficacité, bien sûr, une efficacité importante catalytique de l'enzyme. Donc, il faudrait savoir en fait que l'efficacité catalytique de l'enzyme, elle est très fortement réduite, bien entendu, lorsque les conditions expérimentales, ils s'éloignent beaucoup de la température optimale et également du pH optimal. Pour avoir une efficacité catalytique importante, il faudrait bien sûr travailler à un pH et à une température optimale, c'est-à-dire un pH de l'ordre de 7 et à la température du corps humain de l'ordre de 37 degrés Celsius. En règle générale, on s'intéresse à l'étude des enzymes micaéliennes. C'est quoi une enzyme micaélienne? Ce sont des enzymes micaéliennes qui répondent à des hypothèses simplificatrices qui sont suggérées par l'expérience et qui stipulent notamment que ces mesures cinétiques, ils sont faites dans des conditions de vitesse non seulement initiale, mais également que la concentration en substrat doit être largement supérieure à la concentration en enzyme et qu'il devrait y avoir un quasi-équilibre, un état stationnaire. Au cours, bien entendu, de la réaction catalysée, ces réactifs, bien entendu, normalement, ils sont en solution avec l'enzyme. Et dans le cas d'une enzyme micaélienne, on va résumer la catalyse enzymatique ou la réaction enzymatique de façon schématique en 3 étapes. C'est-à-dire qu'au cours dans la première étape, il y a formation d'un complexe entre une enzyme et un substrat, et il se formera des liaisons non covalentes pour aboutir à la formation d'un complexe enzyme-substrat qu'on appelle également un complexe intermédiaire ou complexe de Michaelis-Menten. Donc, après, bien sûr, au cours de la troisième phase, ce complexe enzyme-substrat, il va en fait nous donner, bien sûr, il va permettre, bien sûr, il va se dissocier et il va nous permettre, c'est ce complexe en fait, en quelque sorte, qui va abaisser l'énergie d'activation et qui va en fait conduire à la libération, la production à partir du substrat du produit, à la libération de ce produit dans le milieu et à la régénération de l'enzyme qui sera libérée elle aussi, mais sous forme intacte, sous forme inchangée. Toutes ces étapes que vous voyez à ce niveau-là sont des réactions qui sont réversibles. Et on va considérer alors des constantes non seulement d'association et des constantes de dissociation entre toutes ces molécules, bien sûr. Et on va obtenir le système qui est représenté juste en face de vous au niveau de votre écran. La réaction qui s'effectue entre une enzyme et un substrat qui va nous donner un complexe enzyme-substrat au cours de la première réaction. Et ce complexe enzyme-substrat, il va provoquer une diminution de l'énergie d'activation de la réaction. Et donc, c'est ce qui nous permettra de produire, de libérer un produit et de régénérer l'enzyme par la suite. Donc, on va distinguer plusieurs constantes de vitesse au niveau de cette réaction. K1, c'est au cours de la première réaction, on a 2 constantes de vitesse, K1 et K-1. Bien sûr, la constante K1, c'est une constante d'association de l'enzyme E plus le substrat S. Et le K-1, c'est la constante de dissociation du complexe ES, enzyme-substrat. Et en fait, au cours de la troisième phase de la réaction, c'est la phase qui correspond à la transformation du complexe enzyme-substrat, bien sûr, en enzyme plus produit. Donc, il existe à ce niveau-là 2 constantes également de vitesse. On a la constante de vitesse K2 et la constante de vitesse moins K2. La constante de vitesse K2, c'est une constante de vitesse de la réaction enzymatique
Et K-2, c'est la constante d'association de l'enzyme plus le produit. Également, nous devons parler par définition, si vous regardez le schéma qui se trouve juste en face de vous, il s'agit d'une représentation graphique de la concentration produit en fonction du temps. Il s'agit d'une cinétique enzymatique, donc qui nous montre parfaitement l'apparition du produit en fonction du temps. Donc, il s'agit par définition ici, la vitesse de la réaction qu'on appelle VI, ou vitesse initiale de la réaction enzymatique, elle est égale à D facteur de P, la concentration du produit, sur dt, sur le temps, en fonction du temps. Donc, c'est l'évolution de la concentration en produit en fonction du temps. Et que VI, qui est la vitesse initiale, elle représente, en fait, cette droite rouge qui est en face de vous, c'est ce qu'on appelle une tangente à la courbe, en fait, à la courbe au point T0, au point, bien sûr, au temps T0, c'est-à-dire elle montre parfaitement le démarrage de la réaction enzymatique. C'est la vitesse initiale, elle s'effectue en réalisant une tangente à la courbe, mais cette tangente, elle sort du temps T0. Et il s'agit également d'une courbe hyperbole, c'est une courbe, en fait, c'est une hyperbole. Également, l'équation de vitesse initiale, appelée de Brij-Haldane, elle est définie comme suit. C'est-à-dire que VI, la vitesse initiale, est égale à la vitesse maximale Vmax fois la concentration en substrat que l'on va diviser par le Km, qui est la constante de Michaelis, plus la concentration en substrat. Et bien entendu, dans des conditions de vitesse initiale et d'état stationnaire, la vitesse initiale VI est égale à K2 fois la concentration du complexe enzyme substrat. Et cette équation que nous venons de voir et de citer ça fait même pas un dixième de seconde, cette équation, elle définit cette courbe de saturation que l'on a en face de nous dans cette représentation graphique. Et que cette courbe de saturation, il s'agit d'une branche d'hyperbole d'asymptote qui présente l'asymptote Vmax, vitesse maximale. C'est également une courbe d'hyperbole. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une cinétique enzymatique, puisque l'évolution ne s'effectue pas en fonction du temps. Il s'agit alors là d'une courbe de saturation. Bien sûr, il s'agit d'une courbe de saturation, et cette courbe de saturation, elle nous montre l'évolution de la vitesse en fonction, bien entendu, de la concentration en substrat. Et que cette courbe de saturation, elle met en valeur deux paramètres cinétiques importants qui sont bien sûr caractéristiques de l'enzyme, à savoir le Vmax, vitesse maximale, qu'on détermine au niveau de cette hyperbole lorsque, bien sûr, cette hyperbole s'aplatit, elle devient horizontale vers le haut, elle correspond à la vitesse maximale. Et au deuxième paramètre, bien sûr, important de l'enzyme, c'est le Km qui est bien sûr appelé constante de Michaelis. Et cette Km, on peut bien sûr l'extraire de cette représentation graphique qu'on appelle courbe de saturation. Et cette Km, bien sûr, elle correspond à la vitesse maximale divisée par 2. C'est-à-dire, lorsqu'on obtient le Vmax, on le divise par 2 et on extrapole en effet ce Vmax sur 2. On va, en fait, à ce niveau-là, je peux vous le montrer. Ce Vmax divisé par 2, on va l'extrapoler au niveau de la courbe hyperbole. Et de la courbe hyperbole, l'extrapolation se verra au niveau de la courbe, en fait, de l'axe des abscisses. Et on obtiendra au niveau du point rouge le Km. Et le Km, ici, il correspond à la concentration en substrat qui est représentée par l'axe des abscisses.
Vmax, en fait, c'est quoi Vmax? Vmax, c'est K2 fois la concentration en enzyme au temps zéro et il est obtenu lorsque la concentration en enzyme est égale à la concentration en complexe ES, complexe enzyme-substrat. Et donc, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire concentration ES est égale concentration de E0? C'est lorsque toutes les molécules, bien sûr, d'enzymes, elles ont été mobilisées et bien sûr, elles sont mobilisées et elles vont se fixer chacune sur des molécules de substrat avant, bien sûr, qu'il y ait une transformation en produit. Et bien sûr, dans des conditions de vitesse initiale et d'état stationnaire, la constante de Michaelis Km on peut déterminer à partir de cette courbe de saturation, comme on a vu tout à l'heure, et elle est représentée au niveau du point rouge. Et elle peut être calculée et bien sûr cette Km, c'est le rapport, en fait, cette constante de Michaelis, c'est le rapport tout simple du K-1 plus K2 divisé par K1. Et en plus, d'autant plus que la constante de dissociation apparente du substrat pour l'enzyme, Km, est égale également concentration de l'enzyme fois la concentration du substrat que l'on divise par la concentration du complexe enzyme-substrat. Mais lorsque la concentration du substrat est égale à la constante de Michaelis Km, la vitesse atteinte est Vmax divisé par 2. On prend le Vmax qui correspond à la saturation, c'est-à-dire lorsque la ligne d'hyperbole s'aplatit à ce niveau-là et devient horizontale, on trouve bien sûr le Vmax par simple extrapolation au niveau de l'axe des ordonnées. On prend ce Vmax, on le divise par 2 et de la même manière, on l'extrapole au niveau de l'axe des abscisses et on obtient le Km ou constante de Michaelis. Bien sûr, cette constante, bien sûr, elle est appelée le K2, qu'on appelle constante de vitesse du premier ordre, d'où l'unité c'est S-1. Elle est appelée constante également catalytique et on peut la noter K4 ou appelée également turnover. Et l'unité d'activité enzymatique, c'est le catal. C'est quoi le catal par définition? C'est la quantité d'enzymes qui catalyse la transformation d'une mole de substrat par seconde. Comme vous avez pu le remarquer, nous avons étudié deux types de représentations graphiques. C'est vrai qu'elles se ressemblent, ces deux représentations graphiques se ressemblent parce que toutes les deux sont des hyperboles. Mais il y a une différence énorme. C'est que le premier graphe qui est à gauche, il s'agit d'une cinétique enzymatique qui représente la formation du produit P en fonction du temps. Et elle nous permet de déterminer la vitesse initiale qui est en fait la tangente à la courbe d'hyperbole au point T0. Et c'est cette vitesse initiale qui nous montre bien sûr le démarrage de la réaction enzymatique. Alors que la courbe de droite, il s'agit d'une courbe de saturation et elle représente la vitesse de la réaction enzymatique en fonction de la concentration au substrat. Et c'est également une hyperbole et elle nous donne deux caractéristiques fondamentales de l'enzyme qui sont le Vmax, vitesse maximale de la réaction, et également le Km qui est la constante de Michaelis. En fait, pour vous dire que l'activité enzymatique peut être modulée par d'autres molécules. On distinguera deux types de molécules qui peuvent moduler l'activité d'une enzyme. Soit les inhibiteurs d'un côté enzymatiques et de l'autre côté les activateurs ou inducteurs enzymatiques. Un inhibiteur enzymatique, c'est une molécule qui va venir se lier à l'enzyme à la place du substrat naturel et qui va en fait l'inhiber ou le bloquer. En fait, il s'en suivra une diminution de l'activité enzymatique. Beaucoup de molécules qui sont des médicaments et même des poisons peuvent agir comme inhibiteurs enzymatiques. On a de l'autre côté, bien sûr, les inducteurs enzymatiques.
Les inducteurs enzymatiques, ce sont des molécules qui vont agir de manière opposée d'un inhibiteur enzymatique. C'est-à-dire que ce sont des molécules qui vont venir se fixer à l'enzyme et ils vont accélérer cette fois-ci l'activité enzymatique. Si nous venons à étudier plus en détail le mécanisme d'action d'un inhibiteur enzymatique ou d'un inducteur enzymatique, nous l'étudierons sur une grande famille d'enzymes qui interviennent au cours de la phase 1 du métabolisme hépatique des médicaments. Parce que nous savons très bien que un médicament par exemple, lorsqu'il normalement il est absorbé, il va être diffusé dans l'organisme, il va être distribué dans les différents organes ou tissus de notre corps, il va aller se fixer sur des récepteurs ou autres, et il va bien sûr entraîner une activité pharmacologique. Après, il va se diriger vers le foie pour subir un métabolisme en vue d'être éliminé sous forme hydrosoluble. Donc là, pour parler d'inhibiteurs et d'inducteurs enzymatiques, nous allons nous focaliser sur, bien sûr, le métabolisme hépatique des médicaments et plus particulièrement sur les enzymes qui, bien sûr, sont responsables de ce métabolisme hépatique des médicaments et surtout les enzymes qui vont intervenir au cours de la phase 1 du métabolisme hépatique, la grande famille des cytochromes P450. Ces cytochromes P450, il s'agit d'une grande famille d'enzymes qui sont normalement exprimées au niveau du foie, au niveau hépatique, et normalement ces cytochromes P450, ces enzymes, leur rôle essentiel, c'est en fait de transformer un médicament, le métaboliser, en plusieurs métabolites plus ou moins hydrosolubles en vue d'être éliminés, bien sûr, dans les urines. Donc, par exemple, un médicament, on va étudier le cas des inhibiteurs enzymatiques pour voir en détail leur mécanisme, comment ils agissent, leur mécanisme d'action. Et bien, tout simplement, nous pouvons donner l'exemple d'un médicament M1. Ce médicament M1, lorsqu'il est utilisé seul, et qu'il a agi au niveau des tissus et organes et il a entraîné son action pharmacologique désirée, il va se déplacer au niveau du foie pour subir un métabolisme, pour se transformer en un ou plusieurs métabolites plus ou moins hydrosolubles et facilement éliminables dans les urines. Donc ce médicament M1, il va être métabolisé normalement et puis il va être éliminé au niveau des urines. Mais lorsqu'on prend ce même médicament M1 et on l'administre en même temps avec un deuxième médicament M2 chez un même individu, et que ce médicament M2 est un inhibiteur enzymatique du médicament M1, c'est-à-dire que ce médicament M2, il va bien sûr inhiber l'enzyme responsable du métabolisme hépatique du médicament M1. C'est-à-dire qu'il va inhiber l'activité enzymatique du cytochrome P450 par exemple. Et donc, quand ce médicament M2 va venir se fixer sur l'enzyme qui est le cytochrome P450, il va l'inhiber, la bloquer, il va empêcher bien sûr son activité enzymatique, il va empêcher le métabolisme alors hépatique du médicament M1, ce qui aura pour conséquent, bien sûr, un ralentissement du métabolisme du médicament M1, également une augmentation de la concentration plasmatique en M1, d'où risque de surdosage, de toxicité, d'apparition, bien sûr, d'effets indésirables qui peuvent avoir des conséquences très graves. C'est le cas, par exemple, si on associe les statines, par exemple, avec des inhibiteurs enzymatiques tels que les antifongiques azotés. Bien sûr, on verra les concentrations plasmatiques en statine augmenter et donc une toxicité surtout musculaire au niveau des muscles parce que des effets indésirables de type rhabdomyolyse, une destruction du tissu musculaire. Si par contre nous donnons l'exemple d'un inducteur enzymatique du CYP450, cytochrome P450. Cette fois-ci, le médicament M1, on le prend
en même temps avec un médicament M2 cette fois-ci, qui est inducteur du cytochrome P450. Cet inducteur du cytochrome P450 va agir sur le cytochrome P450, sur l'enzyme. Il va accélérer l'activité enzymatique de cette enzyme, d'où ceci va entraîner une accélération du métabolisme hépatique du médicament M1, et il s'ensuivra une diminution de la concentration plasmatique de M1 et risque d'inefficacité du traitement, et augmentation de la concentration en métabolite par conséquent. Maintenant, nous allons traiter le volet des interactions médicamenteuses qui sont de type pharmacocinétique, c'est-à-dire qui agissent au niveau du métabolisme hépatique des médicaments. Le premier type d'interaction médicamenteuse, bien entendu pharmacocinétique au niveau du métabolisme hépatique, c'est l'interaction par inhibition enzymatique. L'inhibiteur enzymatique, c'est quoi? Je le répète encore. Un inhibiteur enzymatique, c'est un médicament, bien entendu, parce que nous sommes en train d'étudier la pharmacologie. Il s'agit d'un médicament qui va se lier à une enzyme responsable du métabolisme hépatique d'un autre médicament, par exemple, et ce médicament qui est un inhibiteur va bloquer cette enzyme et va empêcher le métabolisme alors hépatique de l'autre médicament qui est pris en association. Donc, les médicaments qui sont co-administrés avec des inhibiteurs enzymatiques, ils seront donc beaucoup plus actifs parce que en bloquant l'enzyme responsable du métabolisme hépatique du médicament M1, on va alors augmenter la concentration plasmatique en ce médicament M1, d'où un risque de toxicité, de surdosage, de toxicité et l'apparition accrue d'effets indésirables et secondaires. Nous donnons l'exemple ici de la cyclosporine, qui est un immunosuppresseur, et quand on l'associe bien sûr avec un inhibiteur enzymatique qui est un antifongique non azoté, et donc ça va engendrer bien sûr des conséquences graves. Nous savons également que 30 à 50% des interactions médicamenteuses connues de type pharmacocinétique, ils sont des interactions provoquées par les inhibiteurs enzymatiques. Et que, en fait, parmi ces inhibiteurs enzymatiques, ce sont des inhibiteurs qui vont bien sûr concerner les enzymes qui agissent au niveau de la phase 1 du métabolisme hépatique des médicaments, c'est-à-dire vont agir essentiellement sur une grande famille d'enzymes qu'on appelle les cytochromes P450. Par contre, nous ne connaissons pas dès lors, jusqu'à présent, d'inhibiteurs enzymatiques capables d'agir sur, en effet, les enzymes qui interviennent au niveau de la phase 2 du métabolisme hépatique. Je vais vous citer quelques médicaments qui, normalement, une liste de médicaments qui sont normalement métabolisés au niveau hépatique par le cytochrome CYP3A4. Une liste de médicaments qu'on ne devrait pas prendre en association avec certains inhibiteurs enzymatiques. Parmi ces médicaments-là, nous avons les antiarythmiques. Les antiarythmiques tels que la quinine, la lidocaïne. La lidocaïne, c'est également un antiarythmique. L'amiodarone, l'amiodarone est un antiarythmique qui est indiqué en cas de trouble du rythme cardiaque. On a la grande famille des statines qui sont les hypocholestérolinions, hypolipénions, la simvastatine, la torvastatine, la rosuvastatine. Bien sûr, les inhibiteurs calciques qui sont utilisés dans l'hypertension artérielle, qui peuvent être utilisés également, on a l'hypertension artérielle, telle que la nifedipine, la nitrandipine, la nibodipine,
l'amlodipine, le verapamil, le diltiazem. Et ces inhibiteurs classiques peuvent être utilisés également dans les douleurs thoraciques, les arythmies, parce que ce sont de puissants vasodilatateurs. On a également la lidocaïne, qui est ici non seulement utilisée comme antiarythmique, la lidocaïne, mais également comme anesthésique locale. On a les anti-infectieux, on regroupe dans la grande famille d'anti-infectieux les antiviraux, l'emprinavir, le sakinavir, l'indinavir, le nelfinavir, le ritonavir, le lopinavir. On a les antibiotiques tels que l'érythromycine, la clarithromycine, la rifabutine, qui est une grande classe de rifamycine. On a les antifongiques, la griséofulvine. D'autres médicaments tels que les benzodiazépines, ce sont des anxiolytiques ou des somnifères, le midazolam, le triazolam, les antihistamines H1, histaminiques H1, ce sont des antiallergiques. L'alphéntanil, sufentanil, ce sont de puissants analgésiques centraux et morphinomimétiques qui agissent comme la morphine. Les corticoïdes, la testostérone, l'éthinostradiol qui sont des pilules contraceptifs, les immunosuppresseurs tels que parmi les immunosuppresseurs il y a la cyclosporine. La cyclosporine c'est un immunosuppresseur qui est très utilisé chez les patients qui ont subi une transplantation d'organes dans un traitement préventif du rejet de greffe d'organes. On a le tacrolimus, également est un immunosuppresseur, le sirolimus, la prédnisolone qui est un corticoïde, les anticancéreux, l'étoposide, ifosfamide, le tamoxifène, le vincristine. Ce sont toute cette liste de médicaments que je viens de citer. Ce sont des médicaments qui sont normalement métabolisés au niveau hépatique au cours de la phase 1 du métabolisme hépatique par le cytochrome P3A4. Et ces médicaments que je viens de citer, bien sûr, ne doivent pas être associés avec la liste suivante que vous voyez en face de vous, là, sur vos écrans de PC ou de portable. Ces médicaments-là, cette liste de médicaments, c'est une liste de médicaments qui sont considérés comme étant des inhibiteurs du métabolisme qui agissent essentiellement sur cette enzyme qu'on appelle le CYP3A4, sur cette enzyme responsable du métabolisme hépatique des médicaments de la première liste. Et donc, ils sont responsables d'interactions médicamenteuses à type d'inhibition enzymatique. Et ils risqueraient d'entraîner de graves conséquences, de graves effets indésirables. Parmi ces médicaments qui sont des inhibiteurs enzymatiques et qu'on ne devrait pas associer avec les médicaments vus précédemment, on a les médicaments cardiovasculaires, le verapamil, le diltiazem, l'amiodarone qui est comme on a vu tout à l'heure, un antiarythmique, utilisé pour traiter les troubles du rythme cardiaque. La liste de médicaments qui est bien sûr représentée ici en rouge. Ces médicaments que j'ai écrits ici en rouge, ce sont de puissants inhibiteurs enzymatiques du cytochrome CYP3A4. On a les antibiotiques macrolides tels que l'érythromycine, la josamycine, le clarithromycine, téléthromycine. On a également des antiviraux utilisés pour traiter l'antiprotéase du VIH, le sida, le ritonavir, le nelfinavir, l'emprinavir, l'indinavir. On a également d'autres inhibiteurs du métabolisme très puissants. On a les antifongiques azotés. Attention, le kétoconazole, l'itraconazole, le myconazole, le fluconazole, ce sont de puissants inhibiteurs enzymatiques. Il faut faire très attention en association avec d'autres médicaments, surtout les statines, risque d'entraîner le rhabdomyolyse, destruction du tissu musculaire comme on a vu tout à l'heure. La fluoxétine, le fluvoxamine, ce sont le fluoxétine, fluvoxamine, ce sont des psychotropes qui sont de type inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine et utilisés comme antidépresseurs. Et également le jus de pamplemousse. Le jus de pamplemousse, bien sûr, c'est un puissant inhibiteur du métabolisme enzymatique d'un certain nombre de médicaments. C'est-à-dire que les médicaments qu'on a vus tout à l'heure,
par exemple les benzodiazépines, l'alphétanil, les corticoïdes, les immunosuppresseurs, les anticancéreux, les antiarythmiques, les statines, les inhibiteurs calciques, les anti-infectieux, ne devraient pas être pris en association, par exemple, avec le jus de pamplemousse, parce qu'ils risquent d'entraîner des interactions pharmacocinétiques, principalement au niveau du métabolisme hépatique de ces médicaments-là et engendrer une augmentation de la concentration plasmatique de ces médicaments qui engendrera et provoquera des effets indésirables et même une toxicité. Donc, c'est quoi l'inhibition enzymatique? L'inhibition enzymatique, ce sont cette inhibition enzymatique va entraîner des conséquences au niveau pharmacocinétique et particulièrement au niveau du métabolisme hépatique des médicaments. Donc, lorsqu'un médicament M1, comme on a dit tout à l'heure, est administré en association avec un médicament M2 qui est un inhibiteur enzymatique, on verra la concentration du médicament M1 augmenter au niveau sanguin. Ceci provoquera un surdosage, une toxicité et une augmentation accrue des effets indésirables. L'exemple principal des statines avec les inhibiteurs du CYP3 à 4 qu'on a vu, la liste qu'on a vu des inhibiteurs du CYP3 à 4 qu'on a vu tout à l'heure, la simvastatine ou plus exactement toute la grande famille de statines, simvastatine, atorvastatine, par exemple pravastatine, eh bien, tous ces statines, nous ne devons pas les utiliser en association avec les inhibiteurs du cytochrome P3A4 parce que ceci risquerait d'engendrer la rhabdomyolyse ou une destruction du tissu musculaire. Bien sûr, il existe plusieurs inhibiteurs enzymatiques des cytochromes CYP responsables en fait impliqués, parce que ce sont ces cytochromes P450 qui sont en fait impliqués dans le métabolisme des médicaments et plus exactement le métabolisme hépatique et particulièrement au niveau des phases 1 du métabolisme hépatique. Par contre, en fait, les enzymes de la phase 2 du métabolisme hépatique, ou plus exactement les réactions de conjugaison, n'entraînent pas d'interaction médicamenteuse de ce type, puisque, en effet, il n'existe pas jusqu'à ce jour-là d'inhibiteurs enzymatiques puissants qui risqueraient en fait d'interagir avec les enzymes de la phase 2. Un autre type d'interaction médicamenteuse, mais cette fois-ci toujours de type pharmacocinétique et toujours agissant au niveau du métabolisme hépatique des médicaments, c'est l'induction enzymatique. C'est quoi un inducteur? L'induction enzymatique est provoquée par l'association des médicaments M1 avec un inducteur enzymatique. C'est quoi un inducteur enzymatique? Un inducteur enzymatique, c'est en fait un médicament qui va venir se lier à une enzyme responsable du métabolisme hépatique, par exemple, d'autres médicaments, et il va en fait, cette fois-ci, l'activer, il va accélérer le métabolisme hépatique du médicament M1, il s'en suivra une inefficacité du médicament M1, c'est-à-dire que ses concentrations plasmatiques vont diminuer et également ce qui aura pour conséquent une augmentation de la concentration plasmatique en métabolite. Ici, l'association rifampicine-œstroprogestatif, c'est une association entre un médicament M1 et un médicament qui est en fait qui est considéré comme étant un inducteur enzymatique. Nous allons voir quelques interactions médicamenteuses de type induction enzymatique. On a des médicaments normalement qui sont métabolisés au niveau du foie au cours de la phase 1 du métabolisme hépatique par le cytochrome P450. On a les deux types de médicaments. Nous avons l'acénocumarol qui est communément appelé Synthrom, connu sous le nom de Synthrom. Il s'agit d'un anticoagulant oral dérivé de la coumarine et c'est un inhibiteur de la vitamine K. Et l'éthinoestradiol, un deuxième médicament qui est bien sûr une pilule contraceptive. Bien sûr, ces médicaments, normalement, ils sont métabolisés au niveau de la phase, au niveau hépatique et surtout au cours de la phase 1 du métabolisme hépatique par la grande famille d'enzymes qu'on appelle les cytochromes P450. Et de l'autre côté,
On a un autre type de médicaments qui sont considérés comme étant inducteurs enzymatiques, inducteurs de cette fameuse grande famille de cytochromes P450. Nous avons le phénobarbital, la phénitoïne, la carbamazépine. Ces trois molécules-là, ce sont des antiépileptiques et ils agissent, bien sûr, ils ont un fort pouvoir inducteur enzymatique du cytochrome P450. C'est-à-dire que si on associe, par exemple, l'acénocumarol, qui est le centrome, avec l'une de ces molécules, aussi bien le phénobarbital que la phénitoïne ou le carbamazépine, cet inducteur enzymatique, il va agir sur le cytochrome P450, il va l'activer, et en l'activant, bien sûr, il va accélérer le métabolisme hépatique de l'acénocumarol, le centrome. Il s'en suivra par conséquent une augmentation, en effet, une diminution de la concentration plasmatique en acénocumarol. Et donc, nous devons, en conséquent, pour en effet équilibrer cette diminution de la concentration plasmatique en acénocumarol, nous devons en contrepartie augmenter la dose de syntrome, la prise quotidienne de syntrome. Le deuxième médicament, qui est l'éthinostradiol, c'est une pilule contraceptive. Si cette pilule contraceptive, qui est normalement métabolisée par les cytochromes P450 au niveau hépatique, si on l'administre, si elle est prise toute seule, rien ne se passera. C'est bien, elle est métabolisée normalement et elle fera son action pharmacologique, bien sûr, de manière efficace. Mais lorsque c'est éthinostradiol, si elle est associée, elle est prise bien sûr en même temps avec soit le phénobarbital, soit la phénitoïne, soit la carbamazépine, qui sont considérés comme des inducteurs enzymatiques, cet éthinostradiol verra ses concentrations plasmatiques diminuer et donc son efficacité sera amoindrie et donc bien sûr c'est comme si la personne ne prenait pas de pilule, la pilule sera inactive et donc et pour remédier à ce problème il faudrait faire d'autres précautions bien sûr supplémentaires, contraception par exemple locale. Et donc, ce sont des interactions médicamenteuses qui sont déconseillées, bien sûr, de type sont des interactions médicamenteuses pharmacocinétiques qui agissent au niveau, bien sûr, d'une des étapes de la pharmacocinétique qui est l'étape du métabolisme hépatique. Et donc, aussi bien l'inhibition enzymatique ou l'induction enzymatique, ce sont des associations, bien sûr, qui sont déconseillées et des fois qui représentent des contre-indications, bien sûr, qui sont des contre-indications formelles. Donc, merci pour votre visionnage. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne pour la faire vivre et également à partager si le contenu vous parle. Et merci encore une fois et à bientôt.